Wesley Ngoboeng, ancien footballeur professionnel, notamment formé au Havre et passé par Newcastle. Aujourd'hui, je rentre dans le rectangle. Enfin. Je suis très, très, très heureux de t'avoir en tout cas. Tu vois, je suis très content que tu fasses partie de l'évolution du média Rectangle TV. Je remercie aussi énormément de gens qui m'envoient des messages, ceux qui nous like, qui nous partagent. Je vous invite à suivre. Aujourd'hui, on est dans les locaux de Podblend. On leur remercie en tout cas de nous accueillir dans leurs très très beaux locaux qu'on peut modifier aussi. On vous montrera aussi tout ce qu'ils nous proposent. On les remercie en tout cas. Et Wesley, je suis très fier de t'avoir. Tu fais partie des premières personnes que je voulais avoir sur ce nouveau contenu. J'aimerais que tu te présentes pour ceux qui font comme s'ils ne te connaissaient pas. Donc, je te laisse la main, mon frère. Déjà, j'ai beaucoup de fierté d'être là avec toi et de suivre l'évolution de Rectangle TV. Pour ceux qui me connaissent pas, Wesley Ngoboeng, 35 ans, aujourd'hui enseignant et entrepreneur, ancien footballeur professionnel, blanc-ménillois, c'est important de le préciser. Et j'ai intégré le centre de formation du Havre à l'âge de 10 ans et demi. J'ai fait 7 ans là-bas. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer le club de Newcastle pour mon premier contrat pro. Après, il y a eu pas mal de péripéties. Mais plus le temps passe et plus finalement, je suis extrêmement fier de ce que j'ai fait. C'est très bien que tu mettes les pieds dans le plat tout de suite. Et je veux quand même qu'on passe un petit peu par ton enfance. 10 ans et demi, signé dans un centre de formation, c'est très rare. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu d'où tu viens, un petit peu de la famille, et qu'on puisse un petit peu s'imprégner de ton enfance. Écoute, famille camerounaise congolaise. Donc à la maison il y avait ma grand-mère, il y avait mon oncle, il y avait ma mère, paix à son âme, il y avait ma tante. On était assez nombreux et une enfance, moi je kiffais en fait. J'ai kiffé ma vie. J'étais tout le temps dehors avec un ballon. Tu vois, c'est un peu cliché, mais c'est la réalité. J'étais tout le temps dehors avec un ballon. J'allais chercher tout le monde. Et très vite, moi, je me suis confronté aux plus âgés. Et je pense que c'est ce qui m'a fait progresser très rapidement. Donc, dès que je sortais de l'école, je jouais au foot. Le week-end, je jouais et en club et avec les grands. Et tu sais, il y avait le foot en salle, pas le foot salle, parce que nous, c'était foot en salle. Foot en salle. Et le matin, c'était les petits. Et l'après-midi, c'était les grands. Et moi, du coup, je jouais et le matin et l'après-midi. Et je pense sincèrement que, tu vois, quand tu joues avec les grands, tu dois avoir le jeu plus vite, parce que dans les duels, tu te fais bouger. Et je pense que très tôt, c'est ce qui m'a permis de faire la différence et de me faire remarquer très rapidement en club. On avait la chance d'avoir le Blanc-Ménil Sport Football qui était partenaire avec le centre de formation du Havre. Donc c'est comme ça qu'il y a eu les premiers contacts. Et que j'ai pu intégrer la formation havraise. Est-ce que tu avais des frères et sœurs dans la famille? Comment c'était? Est-ce que tu étais... C'est mon oncle qui m'a appris à jouer au foot. Okay. C'est mon oncle qui m'a appris à jouer au foot, qui a un passif assez sympa. Et souvent, il m'emmenait au parc, derrière le quartier, etc. Et je lui dois énormément. Et je pense que je ne l'ai pas assez dit. D'ailleurs, c'est même la première fois que j'en parle. Et je dois vraiment tout à mon oncle. Parce que c'est lui qui m'a appris à jouer au foot. C'est lui qui m'a fait découvrir Ronaldo R9. Le fameux, jusqu'on achetait télé, je sais plus, 7 loisirs là, pour voir les programmations et tout, pour avoir une petite photo de Ronaldo, etc. Donc, grand merci à mon oncle. Merci. Et est-ce que, quel était le rapport de ton oncle au football? Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est vraiment un petit peu, c'est multiplié. Tout le monde veut jouer au foot. Tous les enfants, dans chaque foyer, on a l'impression de voir un footballeur. À l'époque, comment ton oncle il était autour de toi? Est-ce qu'il venait te voir en match? Est-ce qu'il venait te voir en entraînement? Ou il jouait un petit peu avec toi au parc et au final, il te laissait un peu t'épanouir? En fait, c'est marrant parce que ça peut faire le parallèle avec ce qui se fait aujourd'hui, les académies, etc. Mais lui, c'était du surplus quand je le voulais et il me contrôlait. C'est-à-dire que c'était un surplus, mais pas forcément dans un désir de progrès. C'était plus du plaisir. C'était pas, viens, on va travailler ton contrôle passe, etc. Non, c'était juste... On sort, on prend un ballon, il n'y avait pas de coupelle ou je sais pas quoi, on posait 2 manteaux et on jouait. Et je pense qu'au final, vu que je prenais du plaisir, je travaillais. Mais là où aujourd'hui, on sort avec un objectif précis, du coup, c'est pas la même chose. Et vraiment, je me revois le week-end, même après les matchs, s'il te plaît, viens, on va jouer un petit peu, ou juste à frapper au but. Frapper. Et lui, il ne rêvait pas à travers moi. C'était juste, on va se faire un kiff. Il prenait du plaisir aussi. Puis c'était une passion partagée au final. Tu vois, parce je pense qu'il était un peu isolé. Parce que dans ma famille, il y a beaucoup de femmes.
il était un petit peu isolé vis-à-vis de sa passion foot. Donc, il m'a vite amené avec lui. Et voilà, j'étais son allié. Plaisir avant tout. Alors, pour vous expliquer, on va bien évidemment parler de ce que Wesley a vécu en tant que joueur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, ça va être aussi sur ce qu'il fait après le football. On va vous mettre un petit peu les bases et ce qu'il a fait en tant que joueur professionnel. On va parler un petit peu de la cave verte parce qu'il faut parler du centre de formation et de savoir un peu comment aussi on arrive à exister dans un centre de formation. Et c'est vrai que l'idée de ce podcast, je sais que vous avez l'habitude de nous voir échanger avec Wesley, ça va vraiment aussi de parler de l'après-carrière. Ça va être son business aussi et son plan, en tout cas. Lui, son idée, c'est d'aider un peu les footballeurs après leur carrière. Ça va être une très, très grosse partie de cet échange. Donc, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur le sujet. Bien sûr. En tant que joueur du centre de formation, comment tu as passé des années au Havre ? On va pas reparler tout de suite des premières années et tout ça, mais comment tu as survécu ? Parce que c'est un très, très bon terme, je pense. Comment tu as survécu à la cave verte qui était l'un des plus gros centres de formation de football à l'époque ? En fait, je pense que tout se joue au niveau psychologique. En fait, j'aime dire qu'il y a ceux qui étaient au centre de formation et il y a ceux qui étaient en mission. Moi, j'étais en mission. J'étais en mission parce que quand tu pars à 10 ans et demi, du coup, même au sein de ta ville natale, même de ton quartier, c'est atypique et tout le monde en parle. Donc très rapidement, moi, j'avais ce truc de je représente ma ville, je représente les miens. Il est hors de question qu'en mai, juin, là, on me dise que je suis pas conservé. En fait, j'avais supprimé ça de ma tête. Je sais pas si ceux qui font de la prépa mentale peuvent l'expliquer. C'était pas de l'arrogance, mais pour moi, c'était inconcevable. Je n'y pensais même pas. Genre, quand il y avait les entretiens qui arrivaient, etc., pour moi, c'était même pas envisageable de ne pas être conservé. C'était pas possible. Surtout que j'ai vu des joueurs non conservés dans des états, dans une tristesse profonde. Et je me suis dit, non, moi, je ne peux pas vivre ça. Mais c'est vrai que je te rejoins. J'ai survécu. Parce que cette année au Havre, comme tu l'as dit, le Havre, c'est un grand centre de formation. Et il y avait du talent. Il y avait énormément de talent. Les 89, on avait quand même une grosse génération. Puis arrivé un moment, tu es aussi avec la génération soit d'en dessous ou soit du dessus. Donc 88 ou 90, il y avait des grosses générations. Et voilà, fallait montrer, au-delà du football, que tu avais du caractère. Parce qu'être loin de la maison, ce n'est pas simple. Il y a des joueurs, tu sais, qui sont venus au centre de formation, ils sont restés 4 mois. 4 mois, 5 mois, ils sont rentrés. Et ça, c'est important de parler de ça. Ouais. Il y a des joueurs, ils sont venus. Ah non, vivre à 200, 300 km de la maison, c'est pas possible. Et ce n'est pas grave, parce qu'un adolescent a besoin d'être à la maison. Donc voilà, comme je te l'ai dit, moi j'étais en mission, et je pense que l'amour que les gens me donnaient les peu de fois où je revenais au Blanc-Ménil, c'est ce qui m'a permis de passer les différentes étapes. Et oui, j'ai eu pas des périodes de doute sur est-ce que je vais être gardé ou pas, mais plus j'ai envie d'être avec mes potes. J'ai envie d'être avec mes potes. Et je pense que chaque adolescent a le droit de vouloir être avec ses potes. Et c'est intéressant ce que tu me dis par le rapport à l'amour, justement. Est-ce que tu n'as pas subi cet amour ? Parce que concrètement, cet amour, tu ne l'as pas forcément choisi. Toi, tu as juste fait, à 10 ans, tu fais ce que tu aimes. Ouais. Mais est-ce que, pour mettre un peu les pieds dans le plat, est-ce que les gens ne t'ont pas tellement aimé qu'ils te l'ont fait subir à un moment ? Si c'est le cas, clairement. À quel moment tu l'as un petit peu senti ? En fait, c'est une très bonne question. Au final, comme tu l'as dit, tu prends une licence au Blanc-Ménil, pas dans le but de devenir pro. Tu prends une licence parce qu'on t'explique que si tu veux jouer en club, le week-end, ça passe par là. Sinon, on n'aurait jamais pris de licence, tu vois, on aurait juste joué au foot. Et en fait, quand arrive le Havre, en 2000, donc c'est une autre époque par rapport à aujourd'hui. Signer en centre de formation, à l'époque, c'était très rare. Donc forcément, ça fait du bruit et automatiquement, tout le monde t'aime. Alors oui, j'ai été bien élevé, tout le monde appréciait ma maman, etc. Mais là, d'un coup, tout le monde parle de toi. Des gens que tu connais pas. Ça va, Wesley ? Tu sais, ils te parlent comme s'ils te connaissaient depuis, tu vois. Et je pense qu'à un moment donné, alors peut-être que je vais un petit peu vite, mais quand ma carrière s'est compliquée, tout cet amour-là s'est transformé en déception, en haine, en moquerie. Il y avait de tout. Sauf que j'étais encore jeune. Moi, ma carrière, elle s'est compliquée à un âge où j'étais encore jeune. Et si tu veux, ça a été très compliqué à encaisser parce que je me suis dit, mais attends, en fait, du coup, je vous déçois. En fait, vous avez placé énormément d'espoir en moi. Et chaque année, ils m'ont vu franchir les paliers. À 17 ans et demi, ils me voient signer à Newcastle. Donc, du coup, là où, à chaque fois, je te donne une anecdote, à chaque fois que je rentrais, il y a une famille qui habitait, moi j'habitais au 2e.
à la Cité Pasteur à Blainville. Il y a une famille qui habitait au premier. À chaque fois, toujours la même question. C'est quand on te voit à la télé? À chaque fois que je rentrais, je te le jure, à chaque fois que je rentrais, et il va se reconnaître, il me disait, c'est quand que je te vois à la télé? Mais il m'a dit ça depuis que j'ai 11 ans. Donc ça veut dire, moi, ça m'a conditionné d'une certaine manière. Et donc, finalement, quand j'ai eu mon premier contrat pro, bah, c'est comme si c'était, voilà. Toutes ces années-là, vous m'avez vu partir. Voilà. Ce contrat, c'est le mien, mais c'est aussi le vôtre. Mais je pense que là, c'est une erreur. Parce que d'abord, tu dois te concentrer sur ta carrière, la développer, et après, ouvrir les portes. C'est marrant, mais quel impact ce genre de mots, tu sais, que les gens qui sont un peu autour des joueurs de football peuvent avoir sur un joueur? Parce que tu sais, tu disais tout à l'heure, à quel moment on te voit à la télé? Est-ce que ça peut mettre la pression à des joueurs ou est-ce que ça encourage? Parce que des fois, je me dis, il y a des gens qui peuvent te dire certaines choses sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Tu vois? Le fameux « Ah, t'es rentré ?» Ah, t'étais en centre. Ah, mais c'est pas toi qui avais signé là-bas. Non, mais les paroles, elles font plus mal que les coups. Et c'est ça la réalité. Les paroles font plus mal que les coups. Et en fait, surtout le ton sur lequel il me le disait. C'est quand on te voit à la télé? Limite, tu vois, ce qui est dingue, c'est que limite, c'est un reproche. C'est bon, là, ça fait. J'ai attendu assez longtemps. C'est quand on te voit à la télé. Et ça revenait. Et en fait, là où toi, t'es juste dans ton parcours, tu fais ta vie, je pense qu'il y a des gens vraiment pour qui tu deviens un référent, malgré ton âge. Et je pense que c'est ça que je n'ai pas vu arriver, moi. C'est que nous, avec beaucoup de respect pour nos aînés, etc., en fait, tu deviens l'aîné des aînés à l'âge où t'es pas un aîné, en fait. Même dans ta famille, tu n'es pas aîné, mais tu deviens l'aîné de tout le monde. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça fout une pression de dingue. Heureusement que j'avais du caractère, mais malgré tout, des fois, je me disais, ah ouais. Et c'est pour ça que très tôt, je me suis détaché de mon souci à moi. Je me souciais, les gens, ils vont dire quoi? Ah, la cité, ils vont dire quoi? Est-ce que ça t'a pas poussé des fois à surjouer certaines choses, certaines émotions ou certaines situations? Et si c'est le cas, comment? Non, mais en fait, c'est très simple. Le mensonge. Tout simplement. Quand ma carrière s'est compliquée et que, tu sais, ce qui est dingue, c'est que vu que les gens suivent ta carrière à la seconde. C'est-à-dire que le jour, par exemple, le 30 juin 2010, quand mon contrat se termine à Newcastle, quand le 2 ou 3 juillet, je marche dans mon quartier, tout le monde me pose la question, bon, t'es où? T'as signé où? Mais tu dis ça, ils ne se rendent pas compte du tonnerre que ça représente. Et toi, t'es là, début de mercato, t'es un peu, tu sais, tu marches sur des œufs parce que tu sais pas où tu vas aller. Les 2-3 premiers jours, tu résistes. Ouais, les gars, je suis en train de gérer un. 4e jour, ouais, c'est bon, je vais signer à comment ça s'appelle? À Faro, en D1 portugaise. Et t'inventes des histoires. Parce que, en fait, laissez-moi tranquille. Tu vois, mais je pense que, encore une fois, il faut se mettre à la place. Là, je te parle, j'ai 20-21 ans. Bien sûr. Et quand t'as des mecs de 40 piges qui viennent, ouais, c'est comment? Mais limite agressif. T'as signé où, là? Doucement, je suis en train de gérer tout. Mais après, pour être tranquille, je suis en essai, là, je vais à l'AZ d'Alkmaar. Et on te croit. Donc, tu y vas. Parce que je suis vraiment allé à l'essai à l'AZ d'Alkmaar. À l'Ajax, c'est AZ d'Alkmaar. Ils t'attendent au retour de l'essai. On t'attend. C'est comment? Tu dis, ah ouais. Et en fait, et je pense qu'à ce moment-là, il faut prendre ses distances. Mais, hanté par, mais si je pars de la cité, ils vont dire que j'ai la grosse tête, ils vont dire que je me la raconte. Moi, ça a été mon hantise, ça. Tu vois? Et je pense qu'à un moment donné, ça m'a joué des tours parce que j'ai plus pensé à qu'est-ce qu'ils vont dire au lieu de faire un réel état des lieux sur ma carrière et les choix que je dois faire pour avancer. Alors, j'ai 2 sujets. J'ai envie de parler de 2 sujets avec toi. Je sais que je peux me permettre parce que voilà, t'es mon frère et on a toujours voilà. J'aimerais que tu reviennes un petit peu sur ta maman. Comment, du coup, elle t'a aidé dans cette situation-là? Comment toi, c'était quoi tes échanges avec ta maman? Et aujourd'hui, avec ce que tu as vécu, ce que toi, tu pourrais donner comme conseil, en tout cas. Parce qu'on sait que les mamans sont très impliquées aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment c'était et comment elle vivait ton ascension ou ton évolution autour du foot? En fait, de base, ce qui est ouf, c'est que quand Le Havre vient me chercher, toute ma famille ne veut pas que j'y aille. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, 10 ans et demi. On est papa, 10 ans et demi, c'est gamin. Donc, ma mère se bat pour que je signe au Havre, non pas pour que je devienne pro, mais pour que je parte du quartier.
Et ça, c'est très important de le souligner. Parce qu'elle voyait que je traînais beaucoup avec des gens plus âgés que moi, etc., etc. Et elle a été visionnaire. Pour elle, c'était, s'il intègre le centre de formation, au moins, quoi qu'il arrive, il va avoir un avenir meilleur que s'il restait à la cité. Et ça, je serais éternellement reconnaissant envers ma mère pour ce choix-là. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai intégré le centre de formation, ma mère a souvent été malade, donc c'était un petit peu compliqué. Mais quand elle est venue au Havre, elle a réalisé ce que ça représentait. Tu vois, elle voyait comment on était encadré, le centre de formation, etc., etc. Et une mère très humble. Et nous, on vient d'un milieu très, très modeste, tu vois. Limite, c'était... Elle comprenait pas ce qui se passait. Elle comprenait pas son enfant de Blanc-Ménil, il se retrouve là, il est aux petits soins, etc., etc. Et limite, je pense que ma mère, dans toute sa vie, n'a jamais été autant valorisée que quand elle venait au Havre. Tu vois. Et du coup, en même temps, ça lui faisait du bien, mais en même temps, elle avait peur parce qu'elle voyait que il y avait énormément d'engouement autour de nous, qu'il y avait du monde, etc. Et je pense que plus les années passaient, certes, elle était confortée dans l'idée que ça me sauvait de faire des bêtises, etc. au quartier, mais plus les années passaient et plus elle craignait, oh là là, s'il devient un grand joueur et tout, on va me voler mon fils. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois? Et à un moment donné, elle a été incarcérée, malheureusement. Et en fait, ce qui était chaud, c'est que elle sentait que, tu sais, c'est comme si elle avait plus la main. Et donc, elle était extrêmement inquiète. Tu vois, donc elle n'a pas été incarcérée longtemps, donc ça va. Et très rapidement, à son retour, le premier truc qu'elle a fait, elle est venue au centre de formation pour voir comment ça allait et tout. Mais je sais qu'elle avait vraiment peur. Et mon père, parce que mon père à ce moment-là, il était en Île-de-France, lui aussi, il était extrêmement inquiet et il me l'a dit que quand j'ai signé pro, il n'y a pas si longtemps, tu vois, c'est marrant parce que les discussions, on les a maintenant. Il m'a dit, j'avais l'impression d'avoir perdu mon fils. Tu vois, parce que moi, ma mère, elle est décédée juste avant que je signe à Newcastle. Et mon père, paix à son âme, et je te jure que mon père, il me l'a dit il n'y a pas si longtemps, j'avais perdu mon fils. Parce que c'était jamais le bon moment pour t'appeler, c'était jamais le bon moment pour te parler. À chaque fois, je venais te voir, il y avait 1 million de personnes. Et tu vois, un père qui se confie comme ça, je me suis dit, waouh. Surtout que des fois, quand on est joueur, on se préoccupe beaucoup plus des gens de l'extérieur de la maison que ceux qui sont avec nous. Tu vois, les gens à l'extérieur prennent tellement de place, qui ont besoin tellement de savoir un peu comment tu vas. Et on parle de joueurs, mais on parle aussi de la vie familiale, parce que ça arrive à pas mal de personnes. On prend pas le temps de justement faire un peu ce checking et tout. Et tu vois, moi, je voulais vraiment qu'on revienne un petit peu là-dessus, parce que ça fait partie de ta vie. Je sais que c'est quelque chose qui te lead aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, tu es le Wesley que tu es. Et voilà, je me suis permis d'en parler parce que je sais qu'il n'y a pas de problème entre toi et moi. Et j'aimerais juste aussi, maintenant, on rentre un petit peu les pieds dans le plat. Tu arrives à 17 ans et demi à Newcastle, qui est en Angleterre peut-être l'un des plus... les clubs les plus historiques peut-être d'Angleterre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton arrivée dans le club, le vestiaire que tu fréquentes, quel type de joueur ? Et comment toi, ça a pu justement jouer sur ta façon de voir le foot J'arrive 31 août 2007, dernier jour du mercato, donc en provenance du Havre. Même si j'avais pas fait la reprise avec le Havre, mais voilà, je découvre un club immense en fait. Chaque chose que je vois est immense. Déjà, j'arrive pour signer, je suis à la cantine, il y a Habib Bey qui arrive. Je dis, oh. Et moi, j'avais jamais joué en pro. J'avais jamais joué en pro, je m'étais jamais entraîné en pro. J'étais allé jusqu'à la réserve. Habib, il arrive, on discute un petit peu. Je retrouve Charles Nzogbia, qui est voilà, c'est le grand frère. La référence à voilà. l'époque. Et en fait, je découvre Damien Duff, Jérémy Njitap, Michael Owen, Ballon d'Or. Michael Owen, pour nous, âgé de 35 ans, enfin à l'époque, âgé de 17 ans, on a vu la Coupe du Monde. Ballon d'Or 2001 ou 2002, je sais plus. Voilà, c'est immense. 2002, c'est Ronaldinho. Voilà, 2001. Shea Given, José Enrique, enfin, Jean Emre, Obafemi Martins. Et en fait, de voir ces gens-là, je suis intimidé. La réalité, c'est que sur mes premiers entraînements, je suis intimidé. Je suis intimidé parce que je réalise pas ce qui m'arrive. Et tu sais, quand tu as vu des joueurs qu'à la télé, mentalement, ça demande quelque chose d'accepter qu'aujourd'hui, ce sont tes coéquipiers. Et vraiment,
Je me rappelle même, je sais pas, si j'émettais un petit pont à deux, ou je sais pas quoi, j'envoyais un message à tout mon quartier. Parce que je pense que psychologiquement, je n'avais pas accepté ce qui m'arrivait. Et je pense que ça, dans l'adaptation, ça freine énormément de joueurs. Et puis, il y a quelque chose de très important, c'est la place que les gars prennent dans un vestiaire. Toi qui es jeune, notamment en France où, attention, t'es jeune, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Donc là, t'as du mal à parler fort, t'as du mal à faire des blagues, même à rire aux blagues. Tu vois, t'es dans ton coin. Et la chose qui est très importante quand tu arrives dans un grand vestiaire, dans un grand club, il faut que l'on comprenne qui tu es. Il faut que l'on comprenne qui tu es. Et toi-même, plus tu vas être intégré dans le groupe, bah, sur le terrain, tu seras mieux. Et en fait, moi, j'ai perdu énormément de temps parce que je n'arrivais pas à montrer qui j'étais. Et parce qu'encore une fois, un grand club, un grand vestiaire, les supporters, je venais de signer, j'étais encore à l'hôtel, des fois devant l'hôtel, on me prend en photo, etc. Et limite, pareil, pas d'acceptation. Mais pourquoi ils me prennent en photo? Tu vois? C'était un petit peu ce dont tu avais rêvé un petit peu. Ouais, mais c'est ça le paradoxe. Le paradoxe. Mais le fait de le vivre, déjà le fait de le vivre sans ma mère, ça m'a posé problème. Tu vois, j'en ai voulu à la vie longtemps parce que c'est elle qui m'a laissé partir à 10 ans et demi. Et du coup, en fait, c'est comme si elle a, comment dirais-je, elle a travaillé. Et au moment de la récolte, elle n'est pas là. Donc, tu vois, en fait, psychologiquement, il y a beaucoup de choses qui se sont jouées. Après, le club, c'est là que tu vois la marque des grands, parce qu'ils le savaient. Et ils m'ont dit, voilà, on va être patient avec toi au départ, etc., etc. Mais une chose est sûre, pour un jeune de 17 ans et demi, il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les reins solides pour encaisser l'arrivée dans un grand club. Newcastle, ils arrivent et que du coup, malheureusement, ta maman, elle est plus là. Est-ce que tu as douté de continuer à jouer au foot ou de signer dans un club professionnel au moment où Non, en fait, ça c'était arrive plus par rapport à mon petit frère. Je me disais, j'avais l'impression de l'abandonner. J'avais l'impression d'abandonner mon petit frère. Et ça, c'était assez compliqué. Mais sinon, justement, je me suis dit, bah, tu sais quoi? En fait, tout ce que je vais faire dans le foot, ça va être pour l'honorer. Tu vois. Et c'est ce qui me guide aujourd'hui. C'est pour ça que j'essaye de faire des choses bien et tout, pour montrer que j'ai été très bien éduqué. Tu vois, pour moi, ça, c'est la ligne, c'est la DA, comme ils disent les jeunes de maintenant. C'est la DA de ma vie, ça, tu vois. Et justement, tu me parlais tout à l'heure du vestiaire. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de certains moments que tu as vécu dans le vestiaire. Mais à l'époque, les joueurs professionnels que tu avais autour de toi, tu me parles d'un Ballon d'Or, tu me parles d'un Jérémy Njitap, qui a fait une grosse carrière. Bien sûr, il arrivait du Real Madrid, Chelsea, avec les Zizou, tout ça, pas Real Sociedad. Le vrai, tu vois, le Madrid où il fallait vraiment être au-dessus du lot, tu vois. Et lui, tu vois, quand tu vois le nombre de clubs qu'il a fait, c'est que des gros clubs. Que des gros clubs. Quel était le rapport de ces joueurs-là à l'argent, à la carrière, l'après-carrière? Parce qu'on va y venir un petit peu petit à petit par rapport à ton projet aussi. Est-ce que tu avais des échanges par rapport à ça? Ou comment étaient vus les joueurs, en tout cas avec leur oseille? Comment est-ce que ça chambrait? En fait, je la kiffe la question parce que c'était drôle. Il y avait un rapport et à la fois où on se taquinait sur les montants des salaires parce que tout le monde savait ce que tout le monde gagnait. Et du coup, j'ai des anecdotes où Charles, il prolonge son contrat et à un moment donné, tu sais, t'as les enveloppes. On te donne l'enveloppe, ta fiche de paye et tout. Charles, il prolonge son contrat et je crois que c'est Obafemi Martins, s'il regarde, il lui dit heavy. Genre, c'est lourd. C'est lourd. On était KO parce qu'il était passé d'un très bon salaire à multiplier par je sais pas combien. Donc, t'avais ce truc à la fois de blague, mais archi concurrentiel. Je te fais une blague, mais c'était pas le même poste. Mais quand tu vois qu'un mec à ton poste, il prend un salaire beaucoup plus important que le tien, tu lui fais pas de blague. Ça n'existe pas. Mais tu vas taper à la porte après. Tu vas dans le bureau, tu vas taper à la porte. Et j'ai vu des trucs où tu vois une concurrence au sein des voitures. Tel joueur, je vais pas les citer, tel joueur qui ramène une McLaren, 2-3 jours après, un autre qui ramène une Lamborghini. Je dis, mais ils sont dans quel délire? Et à un moment donné, pour te parler de rapport à l'argent, tu vois, si toi, t'es jeune et que t'es pas concentré, tu peux péter les plombs. Parce qu'à un moment donné, au bas, il ramène une Ferrari ou une Lambo, je sais plus, avec des diamants sur les jantes. Des diamants sur les jantes. Et puis, il pleut tout le temps en Angleterre, tu vois. Enfin, mais si toi, jeune, tu ne regardes que ça, t'es perdu. C'est-à-dire que moi, première voiture, qu'est-ce que je voulais? Je voulais un Cayenne.
Comment ils arrivent, ils ont C'est pas grave, même si on va manger des flocons d'avoine tous les jours, on va manger des flocons d'avoine. Mais il faut que je prenne mon Cayenne. Parce qu'ils arrivent tous avec... Et en fait, ça demande de la résistance de se dire, je vais vivre avec mes moyens. Et le terme, il est bien choisi. Ça demande de la résistance de ne pas vivre la fast life. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux être respecté par rapport à la voiture que tu ramènes Mais clairement. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que, on va pas se mentir, un vestiaire, c'est une guerre d'ego. Investir, c'est une guerre d'ego. Et même si on a un objectif commun, on le dit, le football, c'est le sport co le plus individualiste. Que ce soit sur les séances d'entraînement, toutes les histoires en off et tout. Et effectivement, t'as l'impression que quand tu ramènes un gamos, ça te regarde... on dirait que t'as mis une lucarne, gros. Tu vois. Et quand t'arrives avec une voiture... voilà... Désolé, on va sauter d'autres marques. Renault, Peugeot, ce que vous voulez. Et en fait, par contre, tu vois, tu prends un mec comme Alan Smith. Et Alan Smith, je l'ai compris après. Qui prenait des gros salaires. Je crois à Newcastle, il était à 70K semaine. Énorme. Il arrivait de Manchester United, donc rapport de force. Ouais. Il avait une BM à l'ancienne. Il mettait du scotch, des autocollants, des trucs. Tu sais, le cabriolet, mais avec le truc noir, là. Tu vois, cabriolet gâté, tu vois. Tu t'enlèves une fois, tu peux plus remettre. Et ben, Alan, quand je parlais avec lui, le mec, il avait je ne sais combien d'appartements, je ne sais combien de ceci, je ne sais combien de cela. Et en fait, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Et du coup, il était tellement en accord avec lui-même qu'au final, personne rigolait. Mais c'était la question que j'allais te poser. Comment les autres le voyaient? Mais non, mais avec son scotch. Il était tellement en accord avec lui-même que, tu vois, limite, il y avait une forme de déni. Tu vois, il y avait une forme de déni. En fait, on sait qu'il a raison, mais le game veut qu'on ne le dise pas. Mais c'est important ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on disait, voilà, tout le monde se jauge un petit peu au salaire. Ouais. Tout le monde se jauge à la voiture que tu ramènes. Ouais. Tout le monde se jauge à ce que tu fais. Alors, est-ce que dans toute ton aventure, en tout cas avec Newcastle en tant que professionnel, est-ce que tu as vu des structures, des gens qui étaient autour des footballeurs pour leur expliquer un petit peu l'esprit Alan Smith en disant attention, ce que vous avez aujourd'hui, c'est quand même un peu, voilà, c'est éphémère. Est-ce que tu as ressenti au moins quelqu'un dans le vestiaire qui t'a un peu parlé de l'après-carrière ou qui t'a dit, voilà, attention, place tes choses un petit peu comme ça? Ça arrive, ça, dans le vestiaire? Le sujet de l'après-carrière, tout au long de ma carrière, j'en ai jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler. On a eu plein de discussions au vestiaire. Jamais on s'est assis, bon les gars, qui a des projets pour après? Qui fait quoi? Là, on a un réseau de ouf. Toi, t'as joué là. Regarde, l'ancien coach que t'as, maintenant, il est directeur à la Fédé, je sais pas quoi. On investit où? Jamais. Par contre, il y avait des gens qui venaient pour parler d'investissement à Dubaï, à Marrakech, ceci, cela. Mais t'avais énormément d'escrocs. Tu vois, les gens, ils collent les footballeurs, on va pas se mentir. C'était par le club, désolé de te couper, c'était par le club ou c'était des gens qui côtoyaient les footballeurs autour? Qui côtoyaient les footballeurs, qui venaient, qui nous baratinaient. Et tu sais, aujourd'hui, il y a plein de... Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus structuré, gestionnaire de patrimoine, etc., etc. Mais à l'époque, en 2007, soit tu as de la chance d'avoir une famille qui est un minimum éduquée financièrement, ou alors tu as la chance d'avoir autour de ta famille quelqu'un qui bosse à la banque ou tu vois, qui est un peu chaud sur le placement, sur les points, sur l'épargne, etc. Sinon, tu es livré à toi-même. Ou alors un agent ultra bienveillant. Sinon, tu es vraiment livré à toi-même. Et c'est pour ça que je te dis, Alan Smith, je suis sûr... Bon, déjà, les Anglais, on est sur une autre mentalité. Mais Alan Smith, je suis sûr et certain qu'autour de lui, il avait des gens qui étaient un minimum qualifiés. Tu vois, nous, si tu prends notre background, moi, de base, je suis un enfant du Blanc-Ménil. Camerounais, Congolais d'origine, dans nos familles, sans dénigrer qui que ce soit, le sujet de l'épargne n'est pas le sujet central. N'est pas le sujet central. L'éducation financière, pour aller plus loin, si je repars dans les années fin des années 90, l'éducation financière, non. Nos parents, ils sont venus du bled, ils charbonnent. Les enfants, il faut qu'ils travaillent bien à l'école. Mais de là à dire, bon, si, livret A, non, il n'y a jamais eu ces discussions-là. Tu penses qu'on a justement ce mauvais rapport au livret A, aux banques et du coup à l'investissement dans nos familles, en tout cas, vu nos cultures, tu penses que c'est quelque chose qu'on... Et pourquoi, à ton avis? Mais ce qui est paradoxal, c'est que
t'as pas d'éducation financière. Par contre, dès lors que tu décroches un contrat, tu dois donner de l'argent à tout le monde. Tu vois? Et en fait, je veux bien aider, dépanner, nanan, mais laissez-moi comprendre le game, en fait. Parce que qui peut vous assurer que ce sera Pérant, voilà, et que ça va durer? Qui peut vous assurer que mon prochain contrat sera aussi onéreux, etc., etc. Et en fait, je pense que ce manque d'éducation financière fait que on est dans on veut tout et tout de suite. Sauf qu'une carrière, les contrats sont courts. Mais ça, on le voit pas parce que en fait, on est omnibulé par la somme. Tu vois, on est trompé par la somme. Mais 100 000 euros par an ou 100 000 euros par mois, si tu gères mal, ça se termine. C'est pas parce que tu gagnes plus que ça ne descend pas. Mais non. Si tu gagnes 3 et tu dépenses 4, et ce qui est le cas d'énormément de footballeurs, bah, tu te retrouves en galère. Et c'est malheureux à dire, mais le nombre de joueurs qui sont surendettés après leur carrière, si tu fouilles un peu, généralement, ils ont un background qui nous ressemble. C'est ça la réalité. Et quand tu vois les autres, je te prends les Anglais que j'ai pu côtoyer, là où nous, première voiture, on est monté, comme je disais tout à l'heure, avec les voitures que j'ai vues, qu'est-ce que j'ai fait, moi, première voiture? Je crois vraiment j'allais mettre un L, parce que c'est pas un A, là-bas, c'est un L. J'allais mettre un L derrière une petite Corsa ou je sais pas quoi. Je suis allé à Porsche, je suis allé à Audi, tu vois, mais ça n'avait pas de sens. Et comment j'ai eu ma première voiture? Il y a un coéquipier qui partait jouer à Singapour ou je sais pas où. Il avait un A3 Quattro boosté de fou, boîte 6, etc. Je lui ai acheté comme ça. Tu changes de clé? Mais c'est dire que t'emmènes pas ta voiture? Non. Tu la vends? Ouais, boum, j'ai acheté. Comme ça. Tu vois, en 2 temps, 3 mouvements, j'ai acheté ma première voiture sans réfléchir, l'assurance, jeune permis, etc., etc. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a ce rapport à tout est facile. Il y a ce rapport à j'ai et tout est facile à avoir. Tout est facile. Donc, c'est un peu compliqué aussi. Et c'est marrant parce que tu en parles, mais c'est un peu compliqué pour toi en tant qu'être humain, déjà que tu arrives à 17 ans et demi. Mais là, moi, je vois Wesley. Mais ce que tu me dis, tu parles aussi de joueurs aguerris. Il y en a qui en avaient 25, 30. Et c'est pour ça que justement, vu l'échange qu'on a, j'aimerais un petit peu te lancer sur, du coup, l'après-carrière. Je sais que tu en as fait aussi un levier important dans ton évolution. Et j'aimerais que tu m'expliques un petit peu, du coup, quel est ton projet et comment tu as, du coup, passé les étapes pour arriver à la causerie. Et qu'est-ce que la causerie? Mais on arrivera plus tard pour la causerie. En fait, moi, j'ai toujours été... après ma carrière, j'ai toujours cherché à rebondir. Parce que je n'ai pas le choix, je suis papa. Et donc, il y a eu ce travail d'acceptation. Et un jour, chez des confrères qui étaient très suivis, j'ai expliqué que clairement, j'avais connu le surendettement, que ma vie, c'était assez complexe, je me cherchais, etc., etc. Et ensuite, vu que c'était une émission qui était très diffusée, j'ai reçu 1 million de messages. Et je me suis dit, il y a un sujet. Et en parallèle de ça, à ce moment-là, je travaillais au service jeunesse du Blanc-Ménil. Donc, je comprenais bien la méthodologie de projet. Donc, tu vois, quand tu apprends à faire un projet dans un domaine, tu peux le dupliquer partout après. Et c'est là que je me suis dit, OK, la reconversion des footballeurs, c'est un vrai sujet. Mais j'avais un peu peur parce que je me disais, mais j'ai pas non plus fait une énorme carrière. Est-ce que j'ai la légitimité, etc., etc. Donc, la première étape, c'était de se dire, OK, on commence où? On a commencé avec les after-work du foot où je me suis dit, le constat, il est clair, c'est que les footballeurs, en dehors du foot, ils se connaissent peu. Et paradoxalement, ils ont un réseau de zinzin. Tu vois, parce que Wesley, t'as pas le numéro d'un tel, Wesley. Et je voyais qu'en fait, il y a des gens qui me disaient, mais tu sais, la mise en relation, c'est un travail. Des gens qui gagnent leur vie de mise en relation. Donc, ça a commencé comme ça, les after-work du foot. On met en avant 2-3 anciens footballeurs avec de l'appui photo, vidéo, etc. sur leurs activités post-carrière. Et après, derrière, partie networking, etc., etc. On faisait ça au Code 45 et grosse dédicace à Michael Siani. Grosse dédicace à Michael Siani. Frérot. Ouais, parce que c'est aujourd'hui, si je fais ce que je fais, c'est aussi grâce à lui. Et à David Moranzinski aussi. Exactement, qui a fait le plug, qui a fait la connex. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, je communiquais Insta, LinkedIn. 2-3 jours, il y avait 120 inscrits. Tellement ça n'existe pas, ce genre d'événement dans le football. Et derrière, j'ai voulu aller plus loin en créant un organisme de formation, pareil, dédié à la reconversion des footballeurs parce que je sentais que j'avais un succès d'estime. Je n'avais peut-être pas trouvé le bon produit, mais il y avait un réel succès d'estime où forcément ça a enclenché un engouement de fou. J'étais invité partout, on parlait, la reconversion et tout. Et je sentais que je devenais un référent malgré moi, alors que j'étais encore en train de me reconstruire.
mais beaucoup de joueurs en activité me posaient énormément de questions. Tu vois. Et en fait, les années sont passées, parce que là, on parle de quand même il y a 5-6 ans, et tu sens que plus tu travailles sur un sujet, plus tu gagnes en légitimité. Parce qu'on vient de voir, on dit, ah, ça fait 5-6 ans que tu travailles sur la reconversion des footballeurs. Donc, il y avait une problématique avec l'organisme de formation, c'est que les footballeurs n'ont pas été éduqués à investir sur eux-mêmes. Parce qu'on était sur des prix style BPGEPS, etc. Mais quelqu'un de la vie de tous les jours sait que investir sur lui-même va lui permettre d'aller chercher de meilleurs postes, d'aller chercher des salaires plus importants. Et donc, je me suis dit, comment avoir un format où les coûts sont moindres, mais la qualité est toujours au rendez-vous. Sachant qu'à côté, j'avais déjà fait mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, donc j'avais vu des business clubs. J'avais vu des business clubs et je me suis dit, bingo, c'est ça qu'il faut faire dans le foot. Parce qu'on a un réseau de dingue, et si on crée des synergies entre nous, mais on va tout casser. Et surtout, on va s'inspirer les uns des autres de nos reconversions, on va sublimer le sujet de la reconversion, et les joueurs en activité, ils vont se dire quoi ? Ah, mais stylé en fait. Demain, j'arrête le foot, mais je peux créer une boîte de ci, je peux créer une boîte de ça, je peux devenir directeur de je ne sais quoi, parce que un footballeur est quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Management, t'es dans un vestiaire, lui, il faut le parler comme ci, lui, il faut lui parler comme ça. Lui, quand il fait un vieux match, il faut pas le calculer. Lui, quand il démarre mal, il faut lui rentrer dedans. C'est du management. Tu vois ? Et en fait, j'ai compris que grâce au football, on avait acquis un nombre extrêmement important de compétences. Et je me suis dit, OK, on va créer un réseau d'affaires où les gars vont payer, et filles, parce qu'on travaille aussi avec les anciennes joueuses, les gars vont payer une cotisation mensuelle. On va faire un dîner d'affaires avec une partie networking et tout. Et à chaque fois, il y aura une intervention sur une thématique précise. Il y aura des opportunités d'investissement, etc., etc. Et franchement, aujourd'hui, je pense avoir trouvé la formule. Il y a des perspectives d'évolution et d'implanter aussi la causerie dans d'autres endroits. Mais en fait, je te le jure qu'aujourd'hui, être à la tête d'un réseau d'affaires, t'as même pas idée en termes de, comment dirais-je, de crédibilité, ce que ça représente. Je vois les sollicitations qui arrivent aujourd'hui. Je vois l'estime que ça crée autour de toi. Je le vois même auprès de ma famille. En fait, c'est comme si, OK, ça y est, on a compris sa reconversion. Parce que dans le concret. Voilà, on est dans le concret. Parce que j'ai fait plein de projets, même ma famille, malgré le fait que je sois à Paris, me voyait pas trop, toujours des réunions à droite, à gauche. Si tu veux, moi, je savais où j'allais, mais je savais que ça allait prendre du temps. Et aujourd'hui, ce qui est satisfaisant, c'est que, hop, regardez, voilà, c'est sur un plateau, voilà ce que je fais. Et ça, sincèrement, Nasser, je suis archi fier, tu vois. Je suis extrêmement fier parce que je sais que d'une idée, au-delà d'un projet qui fonctionne, tu changes des vies. Et ça n'a pas de prix. Des gars qui galéraient un petit peu, etc., tu sens que tu les inspires. Et voilà, là, j'ai encore pas plus tard qu'hier, j'ai reçu des messages parce qu'il y a d'autres joueurs qui veulent intégrer le club et tout. Et c'est formidable. Et juste, on va faire un petit jeu. Ce qui m'intéresse, on va aller dans un vestiaire. Ouais. Parce que ce que tu me dis, ça m'interpelle et ça m'intéresse pour que les gens se rendent compte un petit peu de l'apport du sport et du football notamment pour ces gens-là. Alors, aujourd'hui, si on est dans un vestiaire, on est avant-match. Ouais. Un milieu de terrain, quelle qualité un milieu de terrain qui joue au foot peut avoir pour le monde du travail. Professionnel. Ouais, pour le monde du travail. Anticipation. Okay. Ah oui, parce que quand tu es milieu de terrain, avant de recevoir la balle, tu dois prendre l'info. Tu vois, tu dois prendre l'info et savoir si je la mets là-bas, est-ce que mon gars il est plus rapide que l'autre et en une demi-seconde. Je vais te donner un exemple concret. J'avais une entreprise de prestation de petit déjeuner. D'accord ? Pour les entreprises. Petit déjeuner go. Eh oui. On voit petit à petit relancer. Et en fait, un jour, je suis en presta et je ne sais pas pourquoi, j'oublie un truc de mon thermos. D'accord ? Donc, thermos de café blindé. Et attention, quand tu arrives en presta le matin, le premier truc que l'ensemble des administrés cherchent, c'est le café. T'as pas ton café, t'es mort. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, oh là, je suis en presta, mon thermos, je peux pas l'utiliser. Donc, très rapidement, qu'est-ce que je fais ? Je scanne la pièce. Je scanne, et je vois une fontaine à jus. Oh, je vois une fontaine à jus, je vois les gens, ils sont pas trop attentifs, je prends mon thermos, je prends la fontaine à jus, je vais aux toilettes, je fais mon micmac, tu vois, je reviens, je pose la fontaine à jus. Personne n'a rien remarqué. Et j'ai fait ça en 1 minute 30. Parce que, dans le foot, j'ai appris à prendre l'info et à réagir. Et, attention, c'était une première presta.
Donc forcément, si tu te foires, T'es mort. t'es mort. Donc, gestion du stress. Mais j'ai joué Va à pas trop Saint-James vite, Park. va pas trop vite. Un Pardon. capitaine. Non, c'est bien ce que tu Pardon. dis. Je veux juste qu'on ait Ouais. du gras à moudre pour d'autres. Ouais, Un donc, capitaine. Ouais, On a passé le milieu de terrain. ok. Un capitaine dans un vestiaire. Avant le match, Avant, après le match, pendant. le, Qu'est-ce cap- qu'un capitaine peut avoir pour le monde du travail? le management. Le management. Le capitaine, juste en regardant ces gars, il sait ils sont dans quel mood. Un capitaine, il est capable de venir te voir et te dire hey, tu sais quoi, toi, aujourd'hui, là, c'est toi, tu vas nous faire gagner. Je le sens. Tu vois. Et du coup, ça, bah, moi, dans ma manière de travailler, je l'applique. C'est-à-dire, des fois, ça m'est arrivé d'aller voir des collègues, leur dire quoi comment t'as géré là? Parce que pour moi, c'est un match de foot, en fait. Ouais. T'as vu comment t'as bien bossé là? T'as vu, demain matin, fais ta vie. Et on est en séjour et ça. Demain matin, fais ta vie. Mais non, mais Wesley, on doit taffer. Demain matin, fais ta vie. Et en fait, quand tu parles comme ça à ton collègue, moi, c'est des coachs qui me parlaient comme ça. Quand j'ai dû acheter mon premier appartement, le coach, il m'a dit quoi? T'es trop chaud en ce moment, va faire ce que t'as à faire. Mais quand tu reviens, tu lui donnes ta vie. Ouais, tu lui donnes ta vie. Et ben, c'est exactement la même chose. Et du coup, par rapport à ce qu'on se dit aujourd'hui, je pense qu'un capitaine peut aussi avoir le bon discours. Bien sûr. Savoir parler dans un groupe. C'est important d'avoir Bien sûr. une bonne élocution, de ne pas être stressé quand il parle dans un groupe. Et je pense que c'est un levier qui peut être très intéressant pour quelqu'un qui rentre dans le monde du travail. Maintenant, je vais prendre un autre poste. L'attaquant. Ouais. Quelle qualité, tu étais attaquant, Ouais. quelle qualité un attaquant peut avoir, en tout cas quand il sort du monde du football? La patience. La patience. Parce qu'un attaquant, tu peux faire un match bidon. 88e, tu mets le but qui. Ah, tout le monde te saute dessus, tout le monde. Et si tu. Bah, tout à l'heure, je parlais du temps. Pourquoi je suis patient? Parce que je sais que de toute ma vie, ce que je suis en train de faire, je suis en train de préparer mon face-à-face. Il y a un moment où je vais avoir un face-à-face qui va me permettre d'amplifier mes projets. Et si tu veux, l'attaquant, il va avoir des échecs. L'attaquant, il est patient et c'est quelqu'un qui persévère. Il va louper, l'attaquant. Mais si quand tu loupes, tu baisses la tête, comment tu fais? Et c'est la même chose dans le monde du travail. Des fois, dans le monde du travail, il y a des choses que tu vas mal gérer. Mais si à chaque fois qu'il y a un loupé dans le monde du travail, tu baisses la tête, comment tu fais? Et en fait, l'attaquant, dans une société, il est extrêmement important parce que c'est le gars qui va persévérer et parce qu'il persévère, il va pouvoir emmener aussi ses collègues. C'est pas grave. On a ça, on s'est un peu loupé. C'est pas grave. La fois d'après, on fera mieux. Et le sens de la responsabilité. C'est un Bah, joueur bien sûr. responsable. C'est quelqu'un Bien qui sûr. assume prendre des grosses décisions. Alors, ce que j'ai fait là, c'est vraiment pour vous expliquer un peu l'étendue de la causerie. C'est de vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas que des joueurs de foot. Loin de là. Tout ce que vous faites dans le football, tout ce que vous êtes dans un vestiaire, vous servira à un moment donné dans le monde du travail. L'idée, c'est de s'en rendre compte. Et la causerie, c'est fait pour ça. Et Bien sûr. justement, pourquoi la causerie? Pourquoi tu l'as appelée la causerie? Parce que je voulais un nom qui parle à tout le monde. Je voulais un nom qui parle à tout le monde. Et en fait, pourquoi la causerie? Parce qu'il y a cette volonté de créer un esprit de vestiaire. Tu vois? Et la causerie, t'as beau dire ce que tu veux, c'est un moment important. On perd et on gagne des matchs pendant la causerie. Clairement, clairement. On perd et on gagne des matchs pendant la causerie. Et en fait, ce nom, C'était une évidence. Ouais, c'était une évidence, si tu en devais fait. définir la causerie Ouais. pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a Ouais. jamais entendu parler, pour toi, c'est quoi la causerie? La causerie, c'est un espace sécurisé d'échange, de synergie et de business. Et le maître mot, c'est la bienveillance. Et c'est ce dont je suis le plus fier, c'est que humainement, à chaque rencontre, vu qu'il y a une rencontre mensuelle, il y a un dîner d'affaires une fois par mois, à chaque rencontre, humainement, il se passe des trucs de fou. Et c'est mon plus gros challenge, ça, de conserver cet esprit de bienveillance. Est-ce que du coup, tout le monde peut participer à la causerie? Enfin, demain, moi, j'ai envie de participer à la causerie. Comment ça se passe? En fait, alors, dans les critères, forcément, faut avoir été un ancien footballeur pro. Après, pour moi, je pense que c'est une plus-value d'avoir aussi quelques personnes qui ne sortent pas forcément du milieu du foot ou qui n'ont pas été pro, parce que c'est important aussi d'avoir, tu sais, un autre regard, quelqu'un qui a de la hauteur, un autre état d'esprit. Et en fait, voilà, clairement, c'est moi qui filtre. Tu vois, les gens me contactent parce que je veux quelque chose à taille humaine. Je peux l'industrialiser, hein. Il y a déjà plein de demandes, je peux faire copier-coller. Mais le but, ce n'est pas juste de prendre de l'argent. Là, pour moi, la cause, elle est noble. La reconversion des footballeurs, c'est une cause qui est noble. Donc, il ne faut pas rentrer dans un délire industriel. Donc, les gens
me contacte, on échange. Au-delà du parcours, il y a surtout les qualités humaines. Pour moi, c'est le maître mot. Parce que derrière, il y a des adhérents qui sont déjà là et qui, justement, ont réussi à créer un cocon où vraiment c'est ultra safe. Donc, le but, c'est que si quelqu'un intègre le club, bah, c'est qu'il s'inscrive aussi dans quelque chose, dans une aventure humaine avant tout. Et du coup, quand tu disais des adhérents, justement, Ouais. tu parles d'adhérents. Comment on devient adhérent? Est-ce que voilà, il y a quelque chose? Comment les adhérents interagissent et comment ils sont inscrits en tant qu'adhérents au niveau de Ouais, la bah, cause? il y a une cotisation, hein. C'est très simple. Il y a une cotisation euh, qui est mensuelle. Donc, chaque mois, les adhérents payent un certain montant. Et là où, pour l'instant, je suis un peu flexible, c'est que si quelqu'un se sent mal, entre guillemets, il peut quitter le club. Il peut quitter le club. À côté de ça, moi, je suis pas non plus dans un démarchage où je veux qu'il y ait un nombre ultra important d'adhérents. Je veux que ça reste quali. Comme je disais, je veux qu'on garde un esprit de vestiaire. Mais le parcours client, entre guillemets, il est simple. Entretien au préalable. On discute par rapport aux attentes. Parce que moi, je sais ce que la causerie peut apporter. Et peut-être que la personne qui me contacte n'est pas en phase avec ce que la causerie peut lui apporter. C'est possible aussi. Et je ne vais pas avoir la prétention de dire que je réponds à toutes les problématiques. Par contre, si tu veux développer ton réseau, in fine, accroître ton chiffre d'affaires et passer des bons moments et surtout valoriser ce que tu as fait en tant que joueur, mais pour ta vie active, la causerie is the place to be, tu vois, clairement. Ok, et c'est intéressant parce que là, on se rend compte que toi, tu es vraiment sur l'après-carrière. Le but, c'est de former. Mais moi, il y a une question qui me vient et j'aimerais te la poser. Mais il n'y a pas un organisme par rapport aux joueurs de football professionnel? Je sais qu'on parle beaucoup du NFP. Est-ce que voilà, il y a des gens qui sont autour des joueurs actuellement pour pouvoir les accompagner? Parce qu'on sait que l'UNFP, généralement, c'est des joueurs qui sont sans contrat pour trouver un autre club. Est-ce que, du coup, au niveau de la Fédération française, est-ce qu'on a mis des choses en place aujourd'hui, selon dans ce que toi tu sais, pour accompagner ceux qui n'ont plus, ceux qui ont arrêté leur carrière? Alors, l'UNFP travaille sur le sujet, effectivement. Maintenant, ce n'est pas la priorité de l'UNFP et ce n'est pas de médire de dire ça, c'est factuel, ce n'est pas la priorité. Donc, il y a un travail qui est fait. Il y a des programmes d'accompagnement qui sont proposés via une autre entité. Ensuite, à part ça, dans les autres sports, il se passe des choses. Dans le foot, et je vais aller plus loin. Si le nécessaire a été fait, mon projet n'existera pas. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne vais pas tirer sur X, Y. Par contre, une chose est sûre, il y a clairement une défaillance dans le système foot sur l'après-carrière. Ça, c'est factuel. Et je le dis et je le redis. Et je suis dans un combat, en fait, moi. Je suis dans un combat parce que je veux que le sujet de la reconversion soit pris au sérieux par les clubs, soit pris au sérieux par les agents, soit pris au sérieux par les joueurs. Et en fait, ça viendra par le bas. Le fait que la causerie émerge, tu verras, on en reparlera dans quelques années, institutionnellement, des choses vont naître. C'est obligé. Tu peux pas laisser un indépendant faire des choses, parce qu'à un moment donné, les institutions vont leur dire, mais attendez, comment ça se fait que lui, là, il fait ça et pas vous? Il y a aussi un côté de moi où je me dis, j'ai pris goût à faire ce que je fais et je suis un homme de terrain, donc j'ai vraiment mon mot à dire. Mais une chose est sûre, Nasser, c'est insuffisant. Ce qui se passe aujourd'hui autour de la reconversion des footballeurs, c'est insuffisant. Clairement. Quelle réaction tu as de certains acteurs? Tu parlais tout à l'heure de la fédération, de certains joueurs. Ouais. Quelle réaction, toi, tu as eu à partir du moment où tu as commencé à lancer ce projet-là? Beaucoup d'incompréhension. Mais il est fou. Et où? Mais ils ont de l'oseille, les anciens footeux. Pourquoi tu fais ça? Enfin, 1 million d'idées reçues. Et même quand je demandais, tu sais, des parrainages ou juste des vidéos pour que les gars ils donnent un peu de force ou pour utiliser leur image et dire ils nous soutiennent, un tel, un tel, un tel, un tel, c'était très compliqué. J'avais beau présenter le projet le plus clair possible. Les gars ils comprenaient pas. Les gars ils comprenaient pas. Et par contre, plus j'ai fait des choses, et petit à petit, tu sentais des gens qui montaient dans ton train. Tu vois, au début, tu étais tout seul, tout le monde était inquiet, et tu sentais que un projet, un deuxième, un troisième, on comprend, et la tendance s'est inversée, où au final, on te pose des questions. Au départ, on te prend pour un fou, mais au final, petit à petit, discrètement, les gars te posent des questions, et moi, vu que je le fais avec le cœur,
je suis super content quand je vois des joueurs pour mon âge ou un peu plus qui sont encore en activité, qui, ah ouais, c'est en fait, j'ai envie d'entreprendre, mais c'est archi dur. Tu rigoles. Assis-toi. Assis-toi, je vais t'expliquer. T'es déjà un entrepreneur. Un sportif de haut niveau, c'est un entrepreneur. Clairement. Et donc, quand tu commences à rassurer les gars, bah, eux-mêmes, ils font passer pour, mais au final, ton projet, il est accepté. Mais c'est sûr que, comme dit Sana Diarra, j'ai dû taper dans le dur pour que ça devienne nous, tu vois. Au début, on en fait trop un peu. Et il y a eu, je pense, du mépris de la part de beaucoup de personnes qui travaillaient sur ce sujet dans d'autres sports et tout, parce que j'ai été convoité, j'ai eu des réunions, etc. Et les gens me posaient des questions, mais vraiment le b.a-ba de quand tu crées un organisme de formation, tellement ils me prenaient pour quelqu'un, j'avais juste une idée comme ça. Et donc, j'ai appris aussi à dire non, parce que je suis extrêmement sollicité, mais je n'oublie pas d'où je suis parti. C'est important. Donc aujourd'hui, je sais pas que je suis dans une vengeance ou quoi, mais c'est juste, attention, je veux valoriser l'image des footballeurs. Vous nous prenez pour des idiots, pour des gens qui savent pas faire grand-chose à part taper dans un ballon. Bah regardez, on crée des projets structurés, attractifs, on gère notre image, et je pense que les footballeurs sont en train de s'approprier aussi le projet. C'est pour ça qu'il y a aussi une marque de vêtements, pour que vraiment, tu vois, il y a un état d'esprit où, certes, on donne plein d'années au foot en tant que joueur, mais quand c'est fini, ben, on va encore faire plein de choses et peut-être des choses encore plus belles, parce qu'on va pas se mentir. J'ai pas eu une très longue carrière, mais par contre, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai pu faire en tant que joueur qui me donne le crédit de. Donc, au final, certes, c'était compliqué au départ de faire comprendre aux gens là où j'allais aller, mais aujourd'hui, voilà, je suis limite plus heureux que quand j'étais footballeur. Bah, c'est intéressant. En tout cas, c'est bon à entendre. Quel avenir, Ouais. si demain tu devais te projeter, parce que pour Ouais. faire un projet, bien évidemment, il y a toujours une projection Bien sur sûr, bien sûr. l'avenir. Quel avenir tu te donnerais aujourd'hui à la causerie et où tu voudrais emmener la causerie? J'aimerais emmener la causerie à l'étranger. Donc, je travaille déjà dessus. C'est pour ça que je vais régulièrement à Marrakech, que je vais régulièrement à Abidjan. Là, il y a des pourparlers par rapport à Dubaï. Donc, j'y vais prochainement pour voir comment on peut le développer. Parce qu'il y a plein d'endroits dans le monde comme ça où il y a énormément d'anciens footballeurs. À Dubaï, il y en a beaucoup. Peut-être pas forcément exactement sous la forme d'un business club, mais une chose est sûre, il va y avoir des perspectives de la causerie ailleurs. Il y a des rendez-vous prévus en Belgique. Lyon, Lille aussi, je suis en train de voir ce qu'on peut faire. Le but, c'est vraiment à Paris d'être la maison mère, tu vois, d'être la maison mère à Paris et de pouvoir aussi rayonner sur d'autres territoires parce que le but, bah, c'est d'accompagner un maximum d'anciens footballeurs tout en restant à taille humaine. Jamais j'entrerai dans quelque chose de très quantitatif. Ça, c'est pas possible parce que tu perds en qualité. Ok, donc tu as envie vraiment d'avoir la main mise un petit peu sur Ouais, les c'est gens important. que tu aussi aides. On va prendre le temps qu'il faut, mais une chose est sûre, on va aller sur d'autres territoires. J'aimerais que tu nous parles un petit peu des gens qui sont autour de toi au niveau de la causerie. Ouais. Voilà, je sais que il y a pas mal de personnes. En tout cas, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Ouais. Et aussi du lieu où se passe la causerie, en tout cas, ce qui est actuellement. Donc, qui est autour de toi? Parce que j'imagine que tu fais pas tout seul. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et où est-ce que ça se passe? Alors, bah déjà, c'est important d'en parler. J'ai la chance d'avoir l'hôtel Mercure à Montmartre qui me fait confiance. Donc, voilà, un grand bonjour à Marc et Najma, parce que je suis allé les voir et je leur ai expliqué ce que je souhaitais faire. Et, euh, et l'idée du Mercure n'est pas anodine, parce qu'il y a d'autres Mercure à d'autres endroits aussi. Donc, pour les perspectives, c'est pas mal. Mais ça, community manager, qui de temps en temps fait vivre aussi l'événement de l'intérieur, mais le but c'est d'aussi garder une phase privée. C'est pour ça que des fois il y a de la vidéo, des fois il y en a pas. Il y a un photographe aussi qui est là. Et après, tu sais, c'est tellement, les gens ils se sont tellement accaparés le projet que même les adhérents me donnent un coup de main. Tu vois, parce que eux aussi, il y a ce truc où ils veulent voir le projet grandir. Et je pense que ça, quand t'arrives à avoir ça dans un projet, ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je les remercie et que toujours je parle de gratitude parce que bah, en repostant les photos comme ils le font, en parlant comme ils le font, en le recommandant comme ils le font, ce sont eux qui font grandir le projet. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je suis, on va dire, le CIO, mais voilà, je suis accompagné de partenaires solides. Je pense à Enjoy, mon gars Skander, qui a une société de conciergerie aussi. Voilà, il y a pas mal de partenaires, Zélis aussi,
qui m'accompagnent. Bon, ça, c'est la famille. Limite, j'aurais dû commencer par eux, carrément. Mais une chose est sûre, ce n'est pas juste mon succès. Ça, c'est important de le dire. Et l'apport de tous ces gens-là, et Kamal, le photographe, qui, franchement, il fait des super clichés. Et ce qui est cool, c'est que à travers les photos, tu vois de la rigolade, tu vois du networking, tu vois du sérieux. Et en fait, Kamal rend la causerie attractive. Et encore une fois, parce que c'est une aventure humaine, j'arrive à fédérer et j'arrive à emmener ces gens-là. On arrive sur la fin de notre entretien. Déjà. T'as vu, ça va très On vite. peut parler. Tu sais comment c'est. C'est le warm-up, ça. Mais tu vois, là, si c'était pas Pot de Blend, là, on serait déjà en train de, tu connais. Mais on va pas les embêter, les frérots. Mais, en tout cas, voilà. Wesley, je suis très, 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 très fier de ce que tu fais. Tu sais que ça fait très longtemps qu'on se connaît. La première fois qu'on s'est vu, peut-être sur un terrain, on avait 14 ans, je pense, même 13. Et je me rappelle, moi, d'un truc, c'est qu'on a gagné avec le Havre, effectivement. Comment c'est marrant, Wesley, tout était bien. T'as vu, on faisait une belle émission. Tu vois, moi, je me rappelle d'une fois, tu sais, j'en parle jamais, mais je vais le faire sur cette émission, voilà. C'est qu'on avait été aussi à Clairefontaine. Ouais. Donc, on s'était tous revus. Et je me rappelle que, voilà, sur un geste, t'étais venu me voir en criant, ah, et tout, j'avais mis un petit truc à quelqu'un. Et ce moment-là a créé quelque chose entre toi et moi. On est depuis restés tout le temps ensemble quand on se jouait. Je me souviens quand tu venais avec Momo, dans Chalali, à qui je passe une grosse dédicace. Donc voilà, je suis très, 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 très fier de faire cet épisode avec toi parce que je te vois évoluer. Tu sais très bien que chez Reptang TV, t'es chez toi, frérot. On a toujours tout fait ensemble. Donc voilà, c'était important pour moi de t'avoir comme premier invité, vraiment. C'était un point d'honneur. Et on sera toujours connectés. Et si tu as besoin de nous pour quoi que ce soit, n'hésite pas. Non, bah, je ne peux que te remercier, tu vois. Des fois, on a du mal, entre hommes à se dire, je suis fier de Watt, un cœur sur toi et tout. Donc, vraiment, je prends et tu vois, ça, c'est ce qui donne le plus de force. Quand les gens te parlent sincèrement, Sharon, grande dédicace à elle, pareil, il y a 2 jours, elle m'a fait une déclat de fou. Mon frère, je suis trop fier de toi, là, là. Et en fait, ce sont le genre de témoignages que je reçois pratiquement quotidiennement aujourd'hui. Et ça te donne des ailes, tu vois. Et je te retourne le compliment, parce qu'avec Rectangle TV, j'avais de nos lives où on n'avait pas de 4G. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on arrive dans des locaux respectables. Très respectable. Très, très respectable. Voilà. Et on va pas trouver, mais je vous le dis. Et ça, c'est une évolution, tu vois. Et c'est important qu'on se tire vers le haut parce que quand nous, on monte, bah, on inspire du monde, tu vois. Donc, grande dédicace à Pot de Blend. Grande dédicace à Pot de Blend, c'est important. Et Nas, on est ensemble. Il y aura d'autres épisodes, il y aura d'autres popcorn. Là, on vous donne pas tout, il y aura d'autres bails encore. Et encore, là, on a été gentil, on a parlé, voilà, de l'après-carrière. C'est très bien, on va commencer à parler de la carrière. Quand on va parler de la carrière, ça va être incroyable. Mais moi, je vais juste aussi expliquer à tous ceux qui suivent Reptang TV, encore une fois, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à aller voir sur Wesley. Abonnez-vous à tous ces réseaux, TikTok, Insta. On fait des émissions ensemble, Twitter. Facebook, MSN. Tout. Donner de la force, c'est un clic, c'est rapide, c'est gratuit, c'est super rapide, mais ça fait énormément de bien. Donner de la force aussi à Reptang TV, on vous mettra tous les liens en description. Sachez que, pour que vous compreniez un petit peu l'idée, pourquoi j'ai pas appelé mes médias Rectangle Vert, parce que j'estime que dans mon quartier, où les gens que je côtoie, il n'y a pas que des gens qui aiment le foot. Donc l'idée de Reptang TV, et je me permets de le faire aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre l'étendue du projet, c'est de parler de tout ce qu'on aime. Moi, mon idée, c'est d'aider tous ceux que je connais. C'est-à-dire, si demain vous aimez la boxe, on va passer par de la boxe. On va passer par tout ce qui est audiovisuel. On va parler des métiers un petit peu autour du cinéma, autour, voilà, de pas mal de sujets. C'est pour ça que j'ai laissé Rectangle TV. Vous allez comprendre aussi le sens au fur et à mesure. Mais je suis très, 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 très heureux de finaliser cet épisode. Encore un gros big up à Pot de Blend qui nous permet de tourner aujourd'hui dans leurs locaux. Si vous êtes autour de Gennevilliers, c'est l'endroit où il faut être. Et même si vous n'êtes pas autour de Gennevilliers, c'est ici. C'est ici que ça se passe. Donc, merci à vous d'avoir suivi le podcast. À très, 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 très vite.